Voici maintenant la communication intitulée Stratégie de gestion dans la formation à distance, modèles et pratiques dans la transformation des cours à distance. Cette communication présente les résultats de la recherche intitulée Gestion des établissements d'enseignement à l'ère de l'implantation du numérique, qui m'a été demandée par le Réseau d'enseignement francophone à distance et subventionnée par Patrimoine canadien. Cette étude fait suite au fait qu'on a remarqué un désintérêt de la part de certains apprenants face au modèle d'enseignement et d'apprentissage traditionnel. Le rythme des changements quant au numérique s'est accéléré dans le monde comme jamais auparavant, surtout là, en crise du coronavirus, et les Canadiens sont conscients qu'il faut innover. Au Canada, une absence de recherche s'est faite remarquer quant à la gestion de l'implantation du numérique dans les établissements d'enseignement. Et, comme on sait tous, les directions d'établissements d'enseignement responsables de la pédagogie et de l'administration sont également responsables de l'innovation et des changements à implanter dans les établissements d'enseignement. Donc, ensemble, il faut préparer les élèves à acquérir les compétences du 21e siècle qui leur permettront de relever les nouveaux défis d'aujourd'hui et de demain. Les objectifs de la recherche étaient d'identifier les étapes de réalisation, donc plan d'action pour implanter la formation à distance au sein des établissements d'enseignement de la francophonie pan-canadienne, les stratégies de gestion ainsi que les pratiques professionnelles utilisées par des gestionnaires d'établissements d'enseignement pour soutenir leur équipe dans le cadre de l'implantation de la formation à distance, ainsi que des modèles mis en place pour favoriser la transformation des cours à distance. Le cadre théorique retenu a été basé sur le leadership transformationnel qui nous a aidés à découvrir que les caractéristiques fondamentales peuvent favoriser l'implantation de la formation à distance et ou numérique au sein des établissements d'enseignement. Au niveau de la méthodologie, nous avons, dans un premier temps, échangé avec des directions d'établissements d'enseignement, associations, professeurs en gestion de l'éducation pour concevoir le protocole d'entrevue. Par la suite, nous avons mené des entrevues semi-dirigées d'une durée de 30 à 45 minutes qui ont été enregistrées avec autorisation via le logiciel webconférence Zoom. Les critères de sélection des participants ont été être membre du réseau d'enseignement francophone à distance. Il était bien entendu impératif que les gestionnaires qui participent à l'étude aient collaboré à l'implantation de la formation à distance et ou du numérique dans un établissement d'enseignement francophone pan-canadien. Et nous avons donc accepté les 10 premiers gestionnaires d'établissements d'enseignement qui ont manifesté leur intérêt pour participer à cette recherche. Ce qui est intéressant comme recherche, c'est que habituellement, les participants sont anonymes. Mais cette fois-ci, on avait une intention particulière qui était de faire rayonner les établissements d'enseignement, donc faire rayonner les gestionnaires qui ont piloté l'implantation du numérique dans un établissement. Nous avons également eu la chance de pouvoir collaborer avec des gestionnaires tant au niveau primaire, secondaire, collégial, universitaire et même au niveau de la formation professionnelle. Comme résultat, à titre d'exemple, à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, ça fait déjà des années qu'il y a des orientations dans leur plan d'action en lien avec le numérique. Donc, l'orientation 1, soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes. L'orientation 2, exploiter le numérique comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Au niveau du cégep de la Pocatière, le directeur des études ainsi que la directrice adjointe des études ont confirmé qu'ils collaboraient au projet ANGE, c'est-à-dire un projet international, et ils sont la seule institution de l'Amérique du Nord à participer à ce projet avec 8 pays européens. Au niveau du collège La Cité, l'équipe vise vraiment à développer l'intérêt et aussi la confiance envers le numérique. Donc, ils travaillent avec des visuels. Alors, si vous prenez le temps de lire le rapport de recherche disponible sur le site
de la REFAD, vous allez voir que c'est très intéressant, que vous allez avoir des exemples que vous allez pouvoir utiliser pour, par la suite, implanter le numérique au sein de votre établissement d'enseignement et aussi de faire en sorte que l'équipe avec laquelle vous travaillez croit et adhère aux changements que vous allez mettre de l'avant. Madame Picard, nouvellement directrice à la retraite, elle, ça fait longtemps qu'elle travaille avec le numérique et qu'elle croit au numérique. Elle a même écrit avec son équipe école au sein du projet éducatif une orientation propre au numérique, c'est-à-dire soutenir le développement des compétences du 21e siècle pour l'implantation du plan numérique du ministère de l'Éducation. Ce qu'elle a réalisé, c'est-à-dire que depuis bientôt 5 ans, il y a une stratégie numérique proactive au sein de son établissement d'enseignement. Il y a eu augmentation de 10 à 20 du taux de réussite chez les garçons. Une baisse significative des avis disciplinaires, donc des problématiques comportementaux. Et aussi, au niveau de l'équipe école, celle-ci s'est mobilisée pour mettre à la portée de tous les élèves de nouvelles possibilités d'apprentissage à l'aide du numérique. Et suite à un sondage mené en 2018 auprès des parents dont les enfants utilisaient la tablette à temps plein, cela a révélé un taux de satisfaction plus élevé chez les enfants. Pour sa part, M. Dufresne, ancien directeur des écoles primaires Giroir et de l'Amitié, lui, a favorisé un modèle dans une classe de 5e année où est-ce que chaque élève utilisait un Chromebook. Bien entendu, il a mis à la disposition une assistance technique pour accompagner l'enseignante et les 24 élèves. Toutes les situations d'apprentissage se faisaient et se font encore à partir du Chromebook. Et également, l'enseignante a mis de l'avant des blogs où les élèves pouvaient disposer ou plutôt déposer leurs textes et les autres enfants pouvaient lire. Donc, ça a augmenté l'intérêt envers la lecture. Au niveau du projet éducatif, il y a vraiment un objectif intéressant qui est pour les 3 prochaines années, qu'au moins une fois par étape, il y aura une situation d'apprentissage qui se vivra dans chaque classe avec les outils numériques. Depuis 3 ans, ils ont remarqué une augmentation de 30 % plus d'utilisation au niveau des outils numériques. L'an passé, il y a eu moins d'achats de cahiers papier pour faire place à plus d'abonnements numériques. Et c'est un peu étrange et intéressant, c'est que maintenant, l'enfant ne peut plus dire à son parent « j'ai oublié mon livre à l'école » parce que le parent peut avoir accès au livre étant donné que c'est passé à la version numérique. Et si les parents n'avaient pas les moyens pour se permettre d'acheter soit un ordinateur ou une tablette, il a mis en contact les parents avec des organismes pouvant les aider à avoir un outil pour accompagner leur enfant dans le cadre de leur apprentissage. Et maintenant, au niveau universitaire, en 2012, le ministère de l'Éducation a demandé à l'ensemble de ces établissements postsecondaires de réfléchir et de développer un plan d'action pour diversifier l'offre de formation. Donc, en 2013, le Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa a approuvé les recommandations du rapport du groupe de travail sur l'apprentissage en ligne. Les recommandations se traduisent comme suit. Premièrement, de développer l'apprentissage hybride à grande échelle à l'Université d'Ottawa. Donc, conception de plus de 1000 nouveaux cours hybrides, donc 20 % de l'offre de cours actuelle, ou plutôt à ce moment-là, transformée en format hybride. Donc, plus de 500 professeurs étaient visés pour l'utilisation cette année de cours en format hybride ou en ligne. Le moyen stratégique était d'élargir son offre de programme en ligne. Il y a eu une analyse de marché détaillée et une étude de faisabilité pour l'élaboration d'un MOOC en français. Il y a eu également l'identification d'un groupe de professeurs champions, donc des gens qui enseignaient soit déjà en ligne ou en format hybride, mais qui avaient réalisé des projets.
Aussi, il y a eu la mise de fonds nécessaires pour accompagner les professeurs et les chargés de cours quant à la transformation de leurs cours en format hybride ou en ligne. Donc, 5 000 $ par cours, qui pouvait aller jusqu'à 20 000 $ par programme. Également, il y a eu un développement d'un plan de formation et d'outils destinés aux professeurs basés sur une recension des écrits scientifiques. Aussi, un comité consultatif a été mis de l'avant quant à l'apprentissage en ligne. Ils ont amélioré les programmes de perfectionnement professionnel et les ressources web. Il y a eu même un investissement de 315 000 $ par année jusqu'à cette année pour l'élaboration et la mise en œuvre du programme de soutien et de formation en apprentissage hybride. Et le tout s'est fait avec une campagne de promotion où est-ce qu'ils ont valorisé les avantages de l'apprentissage hybride partagés par des champions du domaine pour stimuler l'innovation en enseignement. Et aussi, ils ont développé une politique sur les droits de propriété intellectuelle associés au matériel des cours en ligne. Comme on sait déjà, l'Université Laval, ça a été très précurseur. C'est-à-dire qu'en 2005, lors du discours de la rentrée, le recteur a mentionné qu'à partir de maintenant, la formation à distance est une priorité stratégique pour l'Université Laval. Donc, de ce discours, 3 recommandations ont émané, soit la création d'un bureau de formation à distance, d'une politique de formation à distance, puis le programme d'appui pour le développement. Encore à ce jour, il y a des rencontres annuelles avec toutes les directions de chacune des 17 facultés de l'université et ils misent beaucoup sur le partage des bonnes pratiques. Alors, c'est possible pour vous de vous rendre sur leur site et d'avoir accès à leur politique de formation à distance, au guide de bonnes pratiques de la formation en ligne, ainsi qu'au programme d'appui financier spécifiquement pour le développement de cours à distance, de cours hybrides et de mots. Et maintenant, à l'Université TÉLUQ, on mise sur l'équipe. Bien entendu, le grand argument qui fonctionne, c'est la qualité de l'enseignement. Eux autres utilisent des stratégies de gestion pour influencer, inspirer et motiver les membres de l'équipe. Donc, des rencontres, discussions, travail et recherche. Ils croient en l'équipe, sont fiers d'eux et surtout, ils célèbrent les réussites. Encore là, il vous est possible de vous rendre sur leur site et d'avoir accès à des plans d'action et des plans stratégiques, ainsi qu'à un rapport fort intéressant intitulé « L'enseignement supérieur à l'ère du numérique, un projet de société ». Et maintenant, à l'UQAM, on mise beaucoup au niveau de la gouvernance et la collaboration internationale. Depuis 2007, il y a eu l'implantation de Moodle, le développement de nouvelles approches d'enseignement et l'apprentissage via le plan stratégique 2015-2019. Il y a eu création du carrefour technopédagogique pour soutenir les professeurs dans la réalisation des projets pilotes facultaires. Il y a eu un déploiement important, c'est-à-dire un programme court à distance de 3e cycle en pédagogie universitaire et en environnement numérique d'apprentissage. De plus, on a mis de l'avant un plan d'action triennal pour le développement de l'enseignement en ligne, avec des modalités d'attribution budgétaire qui ont été approuvées pour les 3 premières années du déploiement et de l'enseignement en ligne. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une agréable journée.